Petit traité du racisme en Amérique, ce n'est pas un texte continu, ce n'est pas un roman, ce n'est pas un essai, ce n'est pas une démonstration, c'est un recueil de fragments autour donc de la question du racisme en Amérique du Nord, entre l'impression, la réflexion, la miniature, le flash, le fait, le souvenir et l'anecdote. C'est un livre dans lequel vous explorez la forme courte, les textes sont vraiment à géométrie variable, le plus bref fait 2 lignes, le plus long fait 4 pages. Est-ce que vous pouvez, en Amérique du Nord, donc c'est très très important, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment le destin vous a placé, vous, Dany Laferrière, sur le chemin de l'Amérique du Nord? J'étais déjà en Amérique parce que je crois que Haïti se trouve en Amérique. J'ai toujours contesté la notion de Antilles, que je crois que qui rappelle trop la colonisation française, puisque nous nous sommes débarrassés de la colonisation française il y a près de 220 ans. Bon, si on le rappelle, c'est qu'on a une bonne mémoire. Chaque fois qu'on me rappelle ça en France, je dis, écoutez, vous avez eu quand même la colonisation romaine, un peu ancienne aussi, mais une colonisation comme une autre. La mémoire est là. Donc, je ne suis pas pour la Caraïbe, qui est un très beau mot, qui est le nom, mais maintenant, d'une tribu, les Arawaks et les Caraïbes. Et il me semble que malheureusement, ça s'est éteint et que les Noirs sont arrivés en Amérique précisément parce que les Indiens ou les Amérindiens ou les Américains, les premiers Américains, ont été décimés par un travail forcé et terrible. Et selon l'étude en Haïti, ce qu'on étudiait à l'école, c'est qu'ils étaient trop poètes, trop danseurs, trop rêveurs. Et c'est comme ça que les Espagnols ont pu avoir raison des grands caciques, c'est-à-dire le cacique Caonabo, la reine Anacaona, enfin, et toutes ces tribus-là étaient trop développées sur le plan esthétique, le plan dont je parlais tout à l'heure, ce plan-là. Et donc, je ne vois pas qu'on puisse être Caraïbes, puisque les Noirs venant d'Afrique ont dû forger une culture, forger une religion même sur le sol, religion qu'ils ont transportée de l'Afrique, du Bénin précisément, mais d'autres endroits, créer dans la fournaise de Saint-Domingue une langue nouvelle, et le créole, et puis aussi se forger une identité historique avec l'indépendance. Évidemment, un trépied, ça tient du point de vue identitaire. Et donc, on ne peut pas rappeler leur identité avec des morts, finalement, les Caraïbes. Parce que c'est une culture de survie totalement, et même plus que survie, c'est une culture qui s'est fait une place, qui a résisté aux colonisateurs, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Espagne et la France, et plus tard aux États-Unis, puisque les Américains ont occupé Haïti de 1915 à 1934, et aujourd'hui à eux-mêmes. C'est-à-dire que Haïti doit triompher de tout, même de lui-même. Et donc on ne peut pas donner le nom identitaire de ce pays à un peuple qui finalement s'est fait décimer, écraser, éliminer, effacer littéralement. Alors je me suis dit, selon la vieille, disons, je dirais le vieil idéal et la vieille obsession de Simon Bolivar, qui voulait que ce soit un seul pays, un seul continent, le continent américain, qu'il ne faut pas donner uniquement aux États-Unis, ce que j'ai fait malheureusement là. Les États-Unis s'appellent les États-Unis et non les Américains. Les Américains, c'est tous ceux qui habitent sur ce continent. Donc Haïti, ce sont des Américains, c'est-à-dire des gens qui habitent sur ce continent. Et voilà, il n'y a pas de coupure Amérique centrale, Amérique... Non, pas du tout. Un seul continent. Pourquoi ce livre, Petit traité du racisme en Amérique, arrive-t-il aujourd'hui? Qu'est-ce qui a provoqué le bon alignement des planètes et surtout le bon alignement des textes? C'est Borges qui, je ne sais pas de qui il parlait, disait que art happens, l'art arrive, l'art apparaît. Et on ne peut pas savoir. Et je crois qu'après le premier livre est un crime prémédité. Et on le porte, on le raconte, c'est d'abord un roman oral, souvent, même un essai oral, on raconte aux amis, et à un moment donné, qui vous disent qu'il faut l'écrire.
Parce qu'on On commence à en avoir. On commence à en avoir assez. Mais le second livre, souvent, ce n'est pas celui qu'on publie. On a écrit un troisième, souvent, des fois, et ce n'est pas. Déjà, on n'est plus disons, dans la linéarité, c'est-à-dire l'un après l'autre. C'est pas comme ça. Et puis le troisième, au quatrième, on a pris le large. Et celui-là, c'est le 36e. On ne peut pas savoir quand le 36e apparaît, surtout pour quelqu'un comme moi, et qui souvent, peut-être pas celui-là, préfère les titres de mes livres à mes livres tout court. Et pour ce livre sur le racisme, je me suis toujours tenu très loin du racisme. Je crois que le racisme, fondamentalement, c'est l'affaire du raciste et non de l'ostracisé. Et c'est l'affaire de celui qui ne subit pas le racisme et le conteste. Pour moi, si on prend la version courante, c'est un rapport de noir et de blanc, le racisme devrait se discuter entre un blanc raciste et un blanc non raciste. C'est leur affaire. Et celui qui subit le racisme ne devrait qu'attendre sa libération d'une certaine manière parce qu'il ne peut pas être la maladie et le remède en même temps. Et c'est pour ça que je m'étonne à chaque fois que je vois des contestations, des manifestations à Paris ou ailleurs, ou à Montréal ou peut-être, et je vois contre le racisme où la majorité des gens qui protestent sont des Noirs. Ils ne devraient pas être dans la manifestation parce que si des gens pourrissent la vie quotidienne d'individus avec le racisme et salissent leur propre lieu de vie, c'est-à-dire la ville où ils vivent, eh bien c'est à eux, à ceux qui contestent cela, de nous débarrasser de cette salissure. Je ne peux pas subir cela et en même temps m'occuper de cela. Parce que sinon, comment je vais écrire? Je dois, en écrivant, écrire assez de livres jusqu'à me laver de toute rancœur, de toute noirceur, pour arriver un jour à écrire un livre qui ne vient pas de mes tripes. Les livres qui viennent des tripes sont des livres où on a des choses à régler. La littérature n'est pas au cœur de ce que vous vivez. Il est aussi un lien avec les autres. C'est-à-dire, la chose la plus antiraciste que j'ai écrite, c'est un livre sur le Japon. Je suis un écrivain japonais. Et hier, en prenant le train, j'ai montré à ma femme une page qui s'appelle « Les classiques de la littérature japonaise ». Il y avait là Mishima, Kawabata, il y avait là Basho, et enfin tous ces gens qui ont fait ce qu'ils pouvaient pour faire tenir cette grande littérature. Et on remontait à Buson, à Shiki, à Issa, enfin pas seulement les poètes des haïkus, les grands romanciers, Tanizaki, et brusquement moi. Parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Je suis un écrivain japonais ». Alors, donc, la machine électronique est aveugle. Elle n'a pas vu que j'étais noir. Et en plus, j'ai écrit un autre livre sur Basho, qui s'appelle « Sur la route avec Basho ». Eh bien, c'était ma plus grande victoire. J'ai vaincu le racisme dans son essence et sa fondamentalité. J'ai changé de race, de continent, de culture et même de nature. Je crois que tout individu doit tenter un jour, au moins une fois, dans un rêve, de changer de nature. Et qu'est-ce qui se passe quand je suis ailleurs? Les gens, c'est dans notre culture, une sorte de fausse modestie. On dit toujours, il se prend pour un autre, qui est l'une des insultes les plus courantes. Ça veut dire la personne se prend pour un autre. Pour qui se prend-il? Mais c'est ça, il faut se prendre pour un autre. Je crois qu'il faut se prendre. Si nous passons notre vie et si nous restons toujours dans notre carré, si nous ne prenons que uniquement pour nous, eh bien c'est vraiment le contraire. C'est-à-dire nous n'avons pas réussi à dépasser le champ
dans lequel on nous a placés comme un cabri qu'on a mis à un piquet. Nous devons franchir la frontière comme nous le faisions quand nous étions enfants et que nous ouvrons un livre. Dès qu'on ouvre un livre, on se prend pour un autre. Et c'est ça pour moi le grand message de la littérature. C'est vous dire, prenez-vous pour un autre, allez, suivez un autre. Vous savez, dans la vie, on vous dit, ma maman me l'a dit, si quelqu'un vous demande de le suivre, surtout ne le faites pas. Quand j'allais à l'école, eh bien, la littérature, c'est le contraire. Si quelqu'un vous demande de le suivre, suivez-le. Et même s'il ne vous dit pas où il vous emmène, surtout en espérant qu'il ne vous dise pas, parce que c'est les mauvais écrivains qui vous disent où ils vous emmènent. On va aller là. Oui, ils nous annoncent toujours où ils vont. Donc, vous voyez, la littérature nous dit que c'est risqué dehors et surtout, c'est la seule aventure possible. Il faut dire que j'ai fait beaucoup attention à ces formules, malgré mon choix de faire des textes brefs. C'est ça qui est difficile, parce que j'ai peur des formules. Mais cette formule est arrivée quand même, elle était incontournable. En dehors de toute idéologie, c'est ça que j'essaie de faire. Il y a la simple vie possible. Est-ce que on est d'accord? Est-ce qu'on ne devrait pas vivre dans une société où des questions comme ça, où une situation comme ça ne serait pas possible parce qu'il n'y a personne qui aurait subi de telles choses? Ça, naïvement, j'avais pensé que si je ne le mets pas, ça ne se passera pas. Vous savez, un écrivain est encore un enfant, un poète aussi est encore un enfant. On pense toujours, quand on écrit, que si on écrit la chose, elle arrivera. Et si on ne l'écrit pas, peut-être qu'elle n'arrivera pas. C'est pour ça que j'ai été très bouleversé à écrire ce texte. Et parce que je me demande si quelqu'un partage la vie de tuer, est-ce qu'en lisant cela, il n'aurait pas l'impression que la gloire, la légitimité de l'écriture rentre dans son univers nauséabond? Vous savez, l'écriture est une chose tellement extraordinaire que même les gens sont fiers d'entendre, de lire les choses horribles qu'ils font du moment que ce soit écrit. C'est-à-dire, quand on parle Black Lives Matter, peut-être en France ou en Belgique, c'est moins puissant qu'à New York, quand en un mois, il y a eu beaucoup de morts tués dans la rue. À un endroit, c'est la chose quotidienne, régulière, naturelle, ordinaire, terrifiante. Et à un autre endroit, il faut faire un effort pour se remettre dans la condition de l'autre. Mais les deux choses sont aussi importantes. Vivre quelque chose et se mettre dans la condition de celui qui l'a vécu font partie de l'aventure humaine. D'ailleurs, on aurait aimé, si ça ne se passe pas, c'est qu'on n'est plus des êtres humains. C'est-à-dire l'empathie. Se mettre dans la condition de l'autre. Puisqu'on le fait beaucoup dans le sens négatif. Le nombre de petites villes où il n'y a pas un seul noir et qui vote Le Pen est incroyable. C'est-à-dire, on se dit, mais absolument, il n'y a pas un seul noir. Pourquoi vous voulez être raciste? Mais il faut dire, l'être humain est tellement... Il veut tellement être dans le coup. Veut tellement... Parce qu'il faut toujours analyser l'être humain sous un plan grave et un plan drôle. Et le plan drôle définit mieux souvent. Je me souviens à Petit Goâve, quand j'étais à Petit Goâve, et il arrivait de ces nuits où les militaires allaient dans les maisons et arrêtaient les gens et les emmenaient en prison sans raison. Ma grand-mère, qui connaissait tout le monde, les méchants comme les bons, parce qu'il faut connaître les méchants si on veut éviter que la méchanceté tombe sur les innocents. Il faut pouvoir les défendre. A demandé au préfet, mais pourquoi vous avez arrêté tous ces gens? Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Et il a dit, Da, Port-au-Prince, arrête. Nous ne sommes quand même pas une petite ville de rien du tout. Nous arrêtons aussi. Il arrive trop souvent qu'on soit dans le coup, dans le négatif, et pas assez dans le coup et dans le positif pour avoir un élan et pour l'autre. Et non détourner la tête. Mais quand même, il y a une différence entre le lieu où cela se passe et le lieu où l'on doit tenter de comprendre que ce qui arrive là nous concerne aussi. Et cette différence et ce lien capable, je crois que c'est l'art qui est capable de faire en sorte que l'on soit touché par quelque chose qui ne soit pas arrivé. Quand on lit enfant, on traverse une fenêtre pour aller dans un monde qu'on ne connaît pas. Et brusquement, on ressent dans sa nature, au plus profond de soi, des émotions que quelqu'un qui est mort peut-être depuis un siècle a mis dans ce livre. Et il ne s'agit pas de race, de classe, de couleur, de nature même. Je connais des gens qui m'ont dit, l'odeur du café, ton livre qui se passe sous les tropiques, j'ai ressenti la même chose dans une petite ville du Québec par moins 40 degrés. La même chaleur tropicale. Donc, on se demande, quel est cet art qui fait en sorte d'éliminer le présent dans lequel on vit, d'effacer la notion de temporalité, d'entendre et d'écouter attentivement quelqu'un qui est mort depuis 3 siècles, qui nous raconte longuement des événements qui n'existent pas quand la dernière saison que nous venons de vivre est déjà disparue avec... Enfin, on ne sait même pas si la Covid avait existé en ce moment. Et pourtant, nous savons très bien comment Dumas, dans Les Trois Mousquetaires, comment D'Artagnan, nous savons comment Milady, nous voyons Milady dans chaque personne qui nous a trahis d'une certaine manière, chaque visage que nous ne pouvons pas ne pas aimer, même si nous savons. Donc, quelle est cette chose? C'est la chose la plus mystérieuse au monde. Pour moi, c'est un cadeau des dieux. Ce cadeau qui empêche les gens de mourir, qui fait que les morts nous soient toujours si proches, qui fait que les événements sont toujours au présent. Dès qu'il faut se servir de ses jambes, des noirs s'alignent sur la piste. 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 10 000 mètres et marathon compris. Ils viennent des États-Unis, du Kenya, de la Jamaïque, de la Suède, de la France, de l'Angleterre, de l'Éthiopie, du Danemark, de l'Allemagne, du Cameroun, de Cuba. La planète est soudain noire. Une telle concentration de gens de même couleur est toujours suspecte. C'est qu'ils ne courent pas, ils fuient. Ils fuient quoi? Oh, ça va être trop long à expliquer. Oui, c'est trop long à expliquer, c'est une courtoisie aussi, parce que le lecteur n'est pas bête ou la lectrice. Ça veut dire aussi, quand vous racontez cette histoire à quelqu'un d'autre, vous pouvez ajouter. Et c'est ça la littérature. C'est ce que l'auteur n'a pas dit et que le lecteur ne peut pas s'empêcher, sous peine de mauvaise foi, d'entendre. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas parler uniquement de racisme. Et c'était l'idée de ne pas parler uniquement du racisme, de parler de la vie des gens. C'est-à-dire, au lieu de dire le racisme est une mauvaise chose, je vous présente quelqu'un de si bien que même vous, le raciste, vous dites bon oui. C'est-à-dire, d'ailleurs, le raciste ne cesse de le dire. Vous savez, le racisme, si vous l'écoutez attentivement et que vous le mettez à chaque fois devant quelqu'un, il finira par effacer, éliminer tout le monde. Vous, non. Mais les autres, oui. Vous, non. Vous aussi, non. Vous aussi, non. C'est-à-dire que le raciste, c'est un peu la différence entre le mondialiste et le cosmopolite. C'est-à-dire, et Miles Davis disait que Michael Jackson est un mondialiste. Quand il sort un disque, la planète entière, le même jour, l'entend. Moi, je dois passer ma vie à convaincre chaque personne dans chaque pays, de chaque langue, et qui m'écoute. Et puis il dit à la fin, je dure plus longtemps. Donc peut-être, d'une façon pédagogique,
je devrais m'accompagner de racistes et de lui dire, et lui, que pensez-vous de lui? Lui, non. Mais l'autre là que je vois au fond, eh bien, allons le voir. Et puis là, la conversation s'amène, le type prend la peine de dire aux racistes, vous pouvez l'être, hein, c'est pas si grave. De toute façon, nous sommes mortels, vous allez mourir. Mais, bon, moi, une fois, ça m'est arrivé, une simple histoire, parce que c'est long, j'ai duré. J'avais un ami qui était mort. On m'avait raconté l'histoire. C'est son frère que j'avais rencontré dans une rue de Montréal. Je suis entré dans un bar et le type à côté de qui je m'étais assis m'a dit « Oh, pas encore un nègre. » Mais comme ça, comme dans un mauvais film. J'ai dit « Pas ce soir. » Il me regarde étonné parce que ma voix était tellement, n'avait rien à voir avec ce qu'il m'avait dit. J'ai dit « Pas ce soir. » Il m'a dit « Mais pourquoi ?» J'ai dit, un de mes amis intimes, pas intime, disons, un ami d'enfance, avec qui j'ai fait les classes. La seule personne, parce que j'étais très maigre, que je pouvais battre, hein, c'est quelqu'un d'intime. Quand j'étais enfant, il vient de mourir. Et on m'a raconté ça tout à l'heure. Il m'a dit, mes condoléances. Il m'a dit, moi aussi, ça m'est arrivé il y a un mois. Et j'ai vu que la mort était plus forte que le racisme.